C'est l'heure du petit déjeuner et tu te coupes un œuf. Tu t'aperçois qu'il est vert à l'intérieur, ça a l'air dégoûtant. Tiens, on dirait que tu l'as fait cuire trop longtemps. Cela s'est produit à cause de la fine couche de soufre dans le blanc et du fer dans le jaune. Bien que le mélange de ces substances donne généralement du noir, la couche ici est si fine que lorsqu'elle est mélangée au jaune de l'œuf, on obtient du vert. Mais n'aie pas peur de ces étranges œufs verdâtres, ils sont tout à fait propres à la consommation. Quand tu poses pour une photo, il est aujourd'hui normal de dire « Ouistiti », car ton sourire est alors parfait. Mais au 19e siècle, c'était différent. Les photographes demandaient à leurs photos de dire « prune » à la place. La raison, c'est qu'ils souhaitaient une expression sérieuse avec une bouche dite en cul de poule. On considérait alors que c'était la bonne façon de poser pour une photographie. Les fraises ne sont pas considérées comme des baies, mais sont plutôt des faux fruits, et même des fruits multiples. Ce que nous croyons, c'est que ces minuscules choses brunes ou blanches à leur surface sont des graines. Mais ce sont en fait des fruits individuels attachés à la chair de la fraise. Mais comment a-t-on pu faire cette erreur si longtemps ? Eh bien, tout a commencé il y a une centaine d'années, au moment où on a nommé le fruit pour la première fois. C'était bien avant que les botanistes ne soient là pour aider à rectifier les choses. Les films de science-fiction se sont souvent inspirés de l'exploration spatiale réelle. Mais il y a une chose que la NASA a mis en place d'après un film de science-fiction. Ce film de 1929, La femme sur la Lune, introduisait un compte à rebours. Et le suspense était grand. La NASA a trouvé ça utile et a commencé à en faire usage en 1969. Non seulement ça rend le moment encore plus excitant, mais c'est aussi très pratique. Cela permet aux immenses équipes qui travaillent à chaque lancement d'être parfaitement synchronisées jusqu'à la dernière seconde. Voici une info qui te fera regarder les belles pommes juteuses différemment la prochaine fois que tu te rendras au supermarché. Habituellement cueillies entre août et novembre, nos pommes sont immédiatement recouvertes de cire, puis séchées à l'air chaud et ensuite envoyées en chambre froide. Avant d'arriver au supermarché toutes pimpantes, elles ont donc été stockées pendant 6 à 12 mois. Je parie que tu n'y arriveras pas. Essaye de fredonner tout en te bouchant les narines. Tu n'entends rien, n'est-ce pas ? Si l'air ne sort pas, aucun son ne peut sortir non plus. Le plus grand parc national du monde, au Groenland, occupe une superficie de 970 000 km², soit 2 fois la taille de la Californie. Mais bien qu'il soit immense, il ne compte que 40 résidents permanents, ce qui en fait l'un des endroits les plus isolés de la planète. Tu as mauvaise haleine ? Généralement, les gens mâchent des chewing-gums pour régler ce problème, mais d'autres choses sont tout aussi efficaces. Le concombre, par exemple, est une excellente solution naturelle, et même encore meilleure. Son action est similaire à celle des chewing-gums. Il stimule la production de salive. Mais ce qui le différencie des autres éliminateurs d'odeur, c'est sa teneur en eau. Éliminer les morceaux de nourriture coincés entre les dents permet aussi d'éviter la sécheresse de la bouche. On pourrait penser que le Z est la dernière lettre à avoir été ajoutée à l'alphabet, mais en fait, c'est le J. Il y a longtemps, en 1524, un grammairien italien cherchait un moyen de séparer les lettres I et J. Ensemble, elles formaient une voyelle, et le J était alors utilisé comme une consonne qui sonnait comme un Y. Ce n'est qu'en 1633 qu'une grammaire anglaise a expliqué le bon usage du J, et on l'a ajouté à l'alphabet à la place qu'il occupe aujourd'hui. Le premier aspirateur a été inventé en 1901, de la taille d'un camping-car. Il fallait 4 personnes pour le manipuler. Un moteur à essence fournissait de l'énergie, mais il fallait aussi un cheval pour le faire avancer. J'imagine qu'en fin de compte, il servait surtout à nettoyer ce que le cheval laissait derrière lui. Mais on n'a pas dû attendre longtemps pour voir apparaître des moyens plus faciles de nettoyer la maison, car c'est en 1910 que le premier aspirateur à main a été inventé. On t'a déjà dit que tu suais comme un porc ? Ne t'en offusque pas. C'est même plutôt un compliment, car les porcs ne transpirent pas. Les cochons naissent sans glandes sudoripares, et le seul moyen qu'ils ont de se rafraîchir un peu est de trouver une belle flaque d'eau, ou encore mieux, de la boue. Les parapluies ont été inventés il y a environ 4000 ans, et selon l'étiquette de l'époque, seules les femmes pouvaient les utiliser. Leur fonction initiale était de protéger nos yeux du soleil, mais c'était aussi un accessoire de mode. Ce n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle que son usage par les hommes a été socialement accepté et que la version moderne et imperméable que nous connaissons aujourd'hui a été fabriquée. Plus important encore, le tout premier parapluie pour chien a été inventé en 1965. Les dentistes peuvent se montrer très stricts en ce qui concerne les sucreries que tu consommes. Tu seras donc probablement étonné d'apprendre que la barbe à papa a été inventée par un dentiste. John C. Wharton, dentiste et confiseur de son état, souhaitait pouvoir offrir à ses clients une friandise après chaque visite. Peut-être était-ce pour s'assurer qu'il reviendrait souvent.
Si nous pouvions construire une autoroute vers l'espace et ajuster les effets de la gravité, il ne te faudrait qu'1 heure pour franchir l'atmosphère en ne roulant qu'à 100 km/h. Un projet pour vous peut-être, Elon Musk. Quel est le poids d'un nuage? Ils nous paraissent très légers, après tout, nous les voyons flotter dans le ciel. Mais un nuage peut peser jusqu'à 450 tonnes. S'ils peuvent ainsi flotter au-dessus de nous, c'est parce que l'air est plus léger là-haut et moins dense qu'ici-bas. C'est la même chose que quand tu observes de l'huile flotter à la surface d'une masse d'eau. Tu penses que tu bailles parce que tu t'ennuies ou que tu es fatigué? Eh bien, sache que c'est un mythe. Si tu bailles plus souvent en fin de journée, c'est simplement pour rester plus alerte. En inspirant de l'air frais et en étirant tes muscles, ton corps rafraîchit ton cerveau. Des chercheurs ont même pu identifier la taille du cerveau de différentes espèces d'animaux en fonction de leur bâillement. Plus le cerveau est gros, plus le bâillement est long. Alors, pendant combien de temps est-ce que tu bailles, toi? Jouer régulièrement à des jeux vidéo augmente votre matière grise, cher gamer. Cela permet de stimuler la connectivité de votre cerveau et ce grâce au contrôle musculaire, à l'usage de la mémoire, à la perception et à l'orientation spatiale. Une expérience menée dans un centre médical de New York a révélé que les chirurgiens qui jouaient régulièrement à des jeux vidéo faisaient 37% d'erreurs en moins et opéraient 27% plus vite que les médecins non-joueurs. As-tu déjà rêvé d'être un tout petit peu plus grand? Eh bien, enfile ta combinaison spatiale. Le corps humain grandit d'environ 3% dans l'espace. Sur Terre, notre colonne vertébrale est comprimée par la gravité. Mais en apesanteur, la décompression permet aux disques vertébraux de se dilater, ce qui permet à la colonne vertébrale de s'allonger. Les vaches ne connaissent pas de phase de sommeil paradoxal complet lorsqu'elles sont debout, mais elles peuvent tout de même faire une petite sieste. C'est une caractéristique évolutive qui permet à leurs ancêtres d'éviter les prédateurs. Elles s'assoupissent debout afin de pouvoir s'enfuir rapidement si un danger approche. Mais elles ne dorment profondément qu'allongées. Elles n'ont besoin que de 4 heures de sommeil pour faire le plein d'énergie pour le lendemain. Les femmes ont plus de papilles gustatives que les hommes, et 35% des femmes sont considérées comme des super goûteuses. Seulement 15% des hommes le sont. Ce n'est donc pas une surprise si davantage de femmes aiment avoir de l'ananas sur leur pizza. Ne t'énerve pas si tu n'es pas d'accord. Pendant ton sommeil, tu es incapable d'éternuer. Cela paraît pourtant invraisemblable, surtout quand on est enrhumé. Mais pendant que ton corps se repose, les nerfs qui permettent d'éternuer se reposent eux aussi. Quand tu dors, ton cerveau ignore les sensations irritantes et les démangeaisons qui te font éternuer pendant la journée. Autrefois, notre année civile se terminait en février. La raison, c'est que c'est le dernier mois qu'on a ajouté au calendrier. Jadis, une année civile ne durait que 304 jours. Il restait donc encore un peu de place pour un nouveau mois. C'est Jules César qui a fait réformer le calendrier en 46 avant Jésus-Christ. Auparavant, notre calendrier se basait sur la Lune. Mais Jules César y voyait un problème, car cela ne correspondait pas aux saisons. Il a donc engagé un astronome qui a créé un calendrier basé sur le Soleil. Si tu imagines un prisonnier comme dans les films, tu le visualises probablement avec une combinaison orange. C'est bien le cas aux États-Unis, mais il n'en a pas toujours été ainsi. À l'origine, les prisonniers américains portaient des uniformes à rayures noires et blanches. C'est au début du XXe siècle que les choses ont commencé à changer. Et remplacer ce motif par autre chose était un moyen d'empêcher toute association possible avec un éventuel gang. Les combinaisons oranges sont apparues dans les années 70. Les détenus ne les portent pas toujours, seulement lorsqu'ils sont transférés ou lorsqu'ils sortent. Pourquoi donc? Pour une meilleure visibilité. En portant de l'orange vif, un détenu ne peut pas s'échapper et se perdre facilement dans la foule. Bon, poursuivons avec les uniformes. Les astronautes, par exemple, portent toujours du blanc. Et il y a une bonne raison à cela. L'espace n'est pas l'endroit le plus sûr, et les températures y sont extrêmes, passant d'une chaleur accablante à un froid glacial. Le blanc est la couleur qui reflète le mieux la chaleur. Et c'est excellent pour les systèmes de refroidissement et de chauffage d'une combinaison spatiale. Et le dernier point, dans l'obscurité de l'espace, le blanc est la couleur la plus visible. C'est donc un atout non négligeable. Ok, tout ça c'est logique, mais alors pourquoi les pompiers ne portent-ils pas du blanc pour réfléchir la chaleur? Eh bien, quand tu es entouré de flammes, la couleur de l'uniforme ne fait pas une grande différence. Et le problème avec le blanc, c'est qu'il se couvre vite de cendres et de poussière, de sorte qu'il ne reste pas blanc bien longtemps. Avec le noir ou le marron, il n'y a pas de tel problème, ou du moins, ça ne se voit pas tant que ça.
Les pompiers ont aussi des bandes réfléchissantes sur leurs uniformes, ce qui les rend plus visibles. La prochaine profession qui vient à l'esprit est celle des policiers. Et quelle couleur portent-ils? Eh oui, du bleu foncé. Cette couleur était déjà en vigueur dans les rangs de la maréchaussée dès le début du 19e siècle au Royaume-Uni. L'uniforme était bleu pour qu'il soit facile de distinguer les policiers des soldats, qui portaient du blanc et du rouge à l'époque. Lorsqu'un service de police a été créé aux États-Unis quelques décennies plus tard, il a suivi la même tradition. Il est intéressant de noter que la teinte de l'uniforme n'a jamais changé. Il s'avère que c'est une couleur très pratique. On ne distingue pas les taches dessus. Elle présente aussi l'avantage de rendre les forces de l'ordre moins visibles la nuit. Les travailleurs médicaux portent généralement des uniformes d'une nuance de bleu ou de vert, le blanc se faisant de plus en plus rare. Il y a une raison à cela. Avant le XXe siècle, le corps médical portait souvent des vêtements ordinaires, même lorsqu'ils effectuaient des opérations chirurgicales. Avec le développement de la médecine, les gens ont commencé à accorder plus d'importance à un milieu stérile. Ils ont donc commencé à porter un uniforme. Au début, il était blanc pour signifier la pureté et l'hygiène. Mais le problème était que certaines tâches étaient extrêmement difficiles à laver. La couleur blanche devenait vite très verdâtre. Il était donc logique de rendre cet uniforme vert ou bleu. Il y avait aussi une autre raison. Les chirurgiens se concentrent surtout sur la couleur rouge pendant leur travail. Le bleu et le vert se trouvent exactement du côté opposé du spectre. Donc, si tout le reste est bleu verdâtre, le rouge ressort encore davantage. Pourtant, c'est une erreur de penser qu'ils portent tous exactement la même couleur. Dans de nombreux hôpitaux de par le monde, les différents services sont codés par couleur, pour ainsi dire. Cela signifie que les différents départements et corps de métier portent des blouses de différentes couleurs. Cela permet au public et autres médecins de comprendre facilement qui est cette personne et de faire tout de suite la différence entre les infirmiers, les médecins et les chirurgiens. Cela aide à adresser une demande spécifique à la bonne personne. Mais le détail le plus curieux de la tenue des infirmiers, c'est probablement leurs mocassins. Pourquoi affectionnent-ils ce type de chaussures? Eh bien, il s'avère qu'elles sont plus faciles à nettoyer et à stériliser. La mousse plastique dont elles sont faites peut être lavée à la main ou à la machine. Et la chaussure ne sera absolument pas endommagée. De plus, elles sont évidemment douces, confortables et bien aérées, ce qui en fait les meilleures chaussures pour des personnes qui passent toute la journée debout. Tu t'es déjà demandé pourquoi la plupart des médecins ont une écriture aussi négligée? Non, on ne donne pas de cours spécial à cet effet dans les facultés de médecine. La raison pour laquelle le phénomène est si courant est que les médecins sont souvent pressés et qu'ils écrivent aussi vite que possible. Ils n'ont donc pas le temps de se soucier de leur style d'écriture. N'oublie pas non plus que tu n'es pas la seule personne pour laquelle ils écrivent une ordonnance ce jour-là. Les médecins font beaucoup de paperasse, parfois pendant 10 heures d'affilée. Et ils sont tout simplement trop fatigués la plupart du temps pour se préoccuper de la calligraphie. Dans la plupart des pays, les robes de mariée sont blanches. Mais cette tradition n'est pas aussi ancienne que tu pourrais le penser. Jusqu'au 19e siècle, les robes de mariée étaient de n'importe quelle couleur. En gros, la mariée se contentait d'aborder sa plus belle robe. Souvent, elle n'était pas blanche. Vois-tu, à l'époque, sans eau courante, le blanc n'était pas la couleur la plus pratique. Les femmes de l'aristocratie se mariaient souvent en rouge. C'est la reine Victoria, en 1840, qui a bousculé la tradition en se mariant dans une robe blanche. C'était assez mal vu au début, car le blanc était associé au deuil, et n'était donc pas une couleur très festive. Pourtant, moins d'une décennie plus tard, le blanc s'est trouvé plus largement accepté et a commencé à être associé à la pureté et à l'innocence. Toujours au sujet des mariages. Généralement, les bagues de fiançailles et de mariage se portent à l'annulaire. Et la tradition remonte à l'Égypte, la Grèce et la Rome antique. Les gens portaient leurs bagues à ce doigt car ils croyaient qu'il s'y trouvait une veine particulière qui menait directement au cœur. Cela signifiait que le cœur de la personne en question était pris. À l'origine, l'anneau était porté sur la main droite, car les gens pensaient que la main gauche était la moins vertueuse. Certaines cultures ont fini par changer de main bien plus tard, et dans certains pays, les gens portent leur bague de fiançailles sur la main droite avant le mariage, puis la changent de main après. La seule constante, c'est l'annulaire. Nous savons maintenant qu'il ne s'y trouve pas de veine menant droit au cœur, mais la tradition perdure. Presque partout dans le monde, le rose est considéré comme une couleur de fille, et le bleu est traditionnellement une couleur de garçon. On s'est demandé pourquoi il en était ainsi, et on a fait un peu de recherche.
Il s'avère qu'à l'origine, c'était l'inverse. En tant que couleur plus forte, le rose était associé aux garçons et le bleu, en tant que couleur plus douce, était attribué aux filles. C'est après que les couleurs ont été réaffectées, car le rose était considéré comme une nuance de rouge romantique. Au XIXe siècle, les premiers mouvements féministes ont presque mis fin à l'assignation des couleurs aux gens. Puis sont venues les années 1960, lorsque la médecine a appris à déterminer le sexe des futurs bébés et qu'on a commencé à organiser des fêtes autour de ce thème, les fameuses Gender Reveal Parties. Les entreprises ont compris qu'elles pouvaient gagner beaucoup d'argent en vendant des articles roses et bleus liés au sexe de l'enfant. Et c'est ainsi que s'est établie la règle, le bleu c'est pour les garçons et le rose c'est pour les filles. La saveur framboise bleue, ou plutôt la framboise ordinaire, car les framboises bleues n'existent tout simplement pas. Mais pour une raison quelconque, il existe des boissons glacées aromatisées à la framboise qui sont bleues. Comment cela se fait-il puisque le fruit lui-même est rouge ? Eh bien, pour des raisons pratiques et pour rendre les choses moins confuses. Imagine que tu produises un paquet d'Esquimaux et que tu attribues des couleurs aux saveurs. Un produit aromatisé à la pomme sera probablement vert. Un produit au citron sera jaune. C'est facile. Ensuite, il y a la fraise. Donc, elle devrait être rouge. Il y a aussi la cerise. Eh bien, encore du rouge. De la pastèque, rouge. Et maintenant la framboise, rouge une fois de plus. Attends, 4 rouges, c'est trop de rouge. Comment les gens vont-ils les distinguer ? Ainsi, certaines glaces à la framboise sont devenues bleues. D'où l'origine de cette saveur fantaisiste. Ok, maintenant le mystère des œufs. Par exemple, pourquoi certains sont blancs et d'autres bruns ? Et de quoi cela dépend-il ? Apparemment, la couleur dépend de la race de la poule. Les poules blanches pondent généralement des œufs blancs. Les poules brunes, des œufs bruns. Mais même des poules de la même race peuvent pondre des œufs de couleurs différentes, en fonction des gènes de la poule en question. Si tu te demandes s'il existe une différence entre les œufs bruns et blancs, la réponse est non. C'est juste la couleur de la coquille, rien de plus. Le jaune d'œuf peut aussi avoir une apparence différente, jaune ou orange. Sa couleur dépend de la nourriture que consomme la poule. Si son alimentation contient une grande quantité de pigments jaune-orange, alors le jaune d'œuf sera plus foncé. Encore une fois, il n'y a pas d'autre différence que la couleur. Alors, ne t'en fais pas. Même lorsque tu penses que ta chambre est vide, quelque chose s'y cache. Secrètement, une punaise des lits se repose. Bien qu'elle soit inactive pendant la journée, son instinct lui permet d'identifier le moment où tu te couches. En respirant profondément, tu émets de grandes quantités de dioxyde de carbone. Cela attire la punaise de lit comme si tu avais sonné la cloche pour le dîner. Cet insecte n'a d'autre but que de contaminer ta maison. Sans prédateur et disposant d'une source de nourriture abondante dans ton lit, elles mènent une vie très paisible. Elles sont incroyablement résistantes, capables de vivre dans n'importe quelle zone où les humains sont présents. Elles peuvent faire du stop sur les affaires des humains et se rendre dans des lieux publics comme les théâtres, les hôpitaux, les écoles et les hôtels. La durée du voyage ne les dérange pas, car elles peuvent survivre pendant une année entière sans nourriture. Ne te donne pas la peine d'essayer de les attraper. Aussi petites qu'elles soient, avec leur taille de quelques millimètres, elles sont très rapides et trouvent facilement de nouveaux endroits pour se cacher. La seule méthode viable consiste à utiliser des pesticides. Mais, et c'est encore une preuve de leur résistance, les exterminateurs doivent constamment modifier la puissance de leurs substances. Les punaises de lit produisent leurs propres enzymes de détoxification qui les protègent. Et à chaque génération, elles deviennent encore plus résistantes. Une étude réalisée en 2008 a comparé les punaises de lit de cette époque à une génération de 30 ans plus tôt. Il ne fallait que 0,3 nanogrammes de substance pour éliminer l'ancienne génération. Mais pour le groupe plus récent, il a fallu jusqu'à 10 000 nanogrammes. Le plus important est d'éliminer leurs œufs. Une punaise femelle en pond chaque nuit. Et au cours de sa vie de 6 mois, elle peut en pondre jusqu'à 500. Tu vas qu'à tes occupations dans la cuisine et tu remarques un couple de fourmis qui se promènent. C'est le printemps et à cette époque de l'année, elles préfèrent les aliments à base de protéines. Plus tard en été, leur régime alimentaire comprendra des repas plus sucrés et huileux. Ces deux fourmis ne sont que des éclaireuses qui essayent de trouver une nouvelle source de nourriture. Les odeurs de cuisine sale et de poubelles pleines les ont attirées ici. Une fois qu'elles ont trouvé leur objectif, elles le marquent avec une phéromone menant à leur nid, informant toute la colonie du buffet qu'elles ont localisé. Le nid de la colonie peut être aussi petit qu'une assiette, mais contenir 1 millier de fourmis, ou mesurer 2 mètres de large, et abriter jusqu'à 100 000 individus. Il existe aussi des cas de super-colonies qui combinent plusieurs nids. La plus grande jamais découverte couvre plus de 3 pays, l'Italie, la France et l'Espagne. Sur plus de 6000 km,
On estime que cette super colonie compte des millions de nids avec des milliards de fourmis. Donc, étant donné le risque qu'un très grand nombre de fourmis entrent chez toi, tu peux facilement éliminer les traces des éclaireuses en mélangeant 1 volume de vinaigre avec 3 volumes d'eau dans un flacon pulvérisateur, puis le vaporiser sur le sol. Le vinaigre élimine la trace odorante. Le risque n'est pas seulement de partager ta maison avec des milliers de nouveaux colocataires. Avec une source de nourriture constante à disposition, elles pourraient construire un nouveau nid dans les murs et les sols. Elles affaibliront alors tes fondations, ce qui rendra encore plus difficile leur élimination. Un autre nuisible ayant un goût prononcé pour les mets les plus appétissants de ta poubelle est le cafard. Ils ne peuvent survivre qu'une semaine sans eau, donc tu les trouveras surtout dans les endroits humides, principalement dans les sous-sols. Mais ils sont capables de vivre jusqu'à 1 mois sans nourriture, se nourrissant avec ingéniosité pour éviter d'être pris sur le fait. Ils ont acquis ces traits évolutifs il y a plus de 280 millions d'années. Il est clair qu'ils sont une nuisance depuis très longtemps. Tu en vois un dans ta cuisine. Il échappe rapidement à ta tentative d'écrasement, courant jusqu'à 5 km/h. Tu le poursuis jusque dans ta cave, mais il se cache rapidement, quelque part dans les fissures du mur. La mère cafard y pondra jusqu'à 50 œufs. Et quand ils écloreront, les petits seront impossibles à trouver, car ils auront la taille de grains de poussière. Mais comme ils deviendront adultes au bout de seulement 36 jours, tu dois t'en débarrasser le plus vite possible. C'est un autre insecte résistant aux pesticides, et il est plus facile de se prémunir de leur présence en gardant ta cuisine propre et en utilisant des produits à base d'agrumes. Bien qu'ils sentent très bon, les cafards ne les supportent pas. S'il est trop tard et qu'ils ont déjà envahi ta maison, hache des oignons et saupoudre-les de bicarbonate de soude. Lorsque les cafards se nourrissent de l'oignon, ils ingèrent aussi sans le savoir le bicarbonate de soude. Celui-ci réagit avec le liquide de l'estomac et se dilate, provoquant son éclatement. Tu déballes une boîte et tu es surpris de voir des poissons d'argent à l'intérieur. Ils y trouvent un abri et un moyen confortable de voyager. Le papier, le carton et le tissu ont une forte teneur en amidon et en sucre, ce qui leur fournit une source de nourriture inépuisable. Ils sont insaisissables et peuvent rester en sommeil pendant de longues périodes, si bien que tu ne peux pas détecter leur présence pendant longtemps. Ils sont inoffensifs pour les humains, mais peuvent endommager tes vêtements et contaminer la nourriture. Il vaut mieux trouver un moyen de les éliminer car ils pondent jusqu'à 3 œufs par jour et peuvent vivre pendant 8 ans. Et comme leur nombre augmente, les insectes prédateurs ne tarderont pas à suivre. Justement, les mille-pattes sont attirés par les maisons où il y a des poissons d'argent. Comme le mille-pattes suit la migration du poisson d'argent, il apprécie aussi le même environnement humide de ton sous-sol. Les mille-pattes sont sujets à la déshydratation, en partie grâce à leur vitesse impressionnante de 40 cm par seconde. Mais lorsqu'ils n'ont plus de poissons d'argent à manger, ils refusent de partir. Il y a un côté positif à cela, car ils se chargent ensuite d'éliminer d'autres nuisibles gênants, comme les cafards, les mites, les araignées dangereuses et même les punaises de lit. Tu peux essayer d'être accueillant avec eux, en toilettant soigneusement leurs 15 paires de pattes après chaque repas. Mais si tu trouves que leur apparence est vraiment trop répugnante, le fait de supprimer les autres nuisibles les incitera à partir. Le thym est un excellent moyen de dissuasion naturelle, tant pour le mille-pattes que pour ses proies. En disposant autour de ta maison, tu créeras un champ de force invisible. En pinçant légèrement les feuilles, tu libéreras le composé chimique qu'elles contiennent. Si la plupart des insectes présents chez toi sont surtout des nuisibles, certains peuvent en fait être utiles. Si tu te trouves en Australie, il est fréquent de trouver une araignée chasseuse à l'intérieur de ta maison. Ces créatures sont assez grandes, ce qui les rend effrayantes. Mais elles sont là pour t'aider. Elles sont capables de vivre pendant 2 ans et demi et certaines personnes les considèrent même comme des animaux de compagnie. Elles dorment paisiblement pendant la journée, en haut de ton mur, bien en vue, te faisant savoir qu'elles sont là pour toi, tout en étant hors de portée et sans te faire de mal. Et lorsque tu vas te coucher le soir, elles participent aux tâches ménagères à leur manière et se mettent au travail pour éliminer toutes les sales bestioles de ta maison. Alors que la chasseuse se dirige vers ta cave, elle suit lentement sa proie sans méfiance. Tapis dans les ombres. L'araignée a décidé que le cafard ferait partie de son menu du jour. C'est l'un de ses plats préférés. Ce dernier se réveille une fois que la voie est libre, sachant que tu es allé te coucher. Il se pavane dans les escaliers, plein de confiance, espérant trouver un peu de ce délicieux jeu de poubelle. Mais sur son chemin, la chasseuse attend. C'est une embuscade. Le cafard marche droit vers elle et l'araignée sort de sa cachette. Le cafard est effrayé et essaye de s'enfuir. Mais la chasseuse est l'une des araignées les plus rapides au monde. Et en quelques instants, elle fait honneur à son nom. Elle est tout à fait inoffensive pour les humains et adore rester dans leur maison.
Si tu essayes de t'en débarrasser, elle s'enfuira et se cachera. Elle ne se montrera agressive que si tu la coinces dans un coin. Tout ce qu'elle souhaite, c'est faire partie de la famille et être ton exterminateur gratuit. Si tu n'as pas de chance et que tu n'as pas l'une de ces super Z à domicile, tu peux en trouver une dans la nature. Mais avant d'aller l'attraper, n'oublie pas qu'il en existe 100 espèces en Australie. Elles varient en taille et en comportement, et certaines sont un peu plus sociables que d'autres. La chasseuse sociale préfère vivre au sein de communautés comptant jusqu'à 150 individus. Une famille élargie qui chasse ensemble et partage sa nourriture. Alors, fais attention à celles que tu décides d'accueillir chez toi. Les pommes que tu as l'habitude d'acheter au supermarché ont l'air super fraîches, mais elles ont parfois été cueillies 1 an plus tôt. Tout est dans la façon dont elles sont conservées. D'abord, on les recouvre de cire. Ensuite, la cire est séchée à l'air chaud. Et enfin, les pommes sont entreposées dans des chambres froides. Les paresseux sont plus forts que les dauphins pour retenir leur souffle. Ces gentils fainéants sont capables de ralentir leur rythme cardiaque et ainsi de retenir leur souffle pendant 40 minutes. S'ils regardaient des séries à couper le souffle, ils ne respireraient donc qu'une seule fois par épisode. Si tu regardes de vieilles photos, tu verras que les gens ne souriaient pas autant autrefois qu'ils le font aujourd'hui. Tout d'abord parce que les photographes préféraient les visages sérieux. Alors, au lieu de dire « Ouistiti », les gens disaient quelque chose comme « prune » et leurs lèvres restaient serrées. D'autres mots marchaient tout aussi bien. La Terre n'est pas la seule planète à posséder de l'eau. Les scientifiques de la NASA sont convaincus qu'une des lunes de Jupiter, Europe, possède un océan constitué de 2 fois plus d'eau que ceux de notre planète. Mais il est caché sous une épaisse couche de glace. Et d'ailleurs, même Mars posséderait de l'eau liquide. Les cigales sont parmi les plus gros insectes volants de la planète. La plupart des espèces ne sont pas très impressionnantes, ne mesurant qu'entre 2 et 5 cm de long. C'est déjà pas mal. Mais la plus grande, connue sous le nom de cigale Megapomponia imperatoria, mesure environ 7 cm de long. Et ses ailes ont une envergure impressionnante de 20 cm. Une très grosse bestiole donc. Toutes les chèvres ne broutent pas paisiblement l'herbe des prés. Certaines préfèrent grimper aux arbres pour se nourrir. Par exemple, les chèvres marocaines sont des animaux au comportement unique. Le truc, c'est qu'elles sont bien plus attirées par les fruits de l'arganier que par l'herbe ordinaire. C'est tout à fait compréhensible. Ces fruits ont vraiment l'air délicieux. Ces chèvres sont plutôt agiles. Elles grimpent donc facilement dans les arbres pour aller cueillir leurs juteuses friandises. Et elles n'ont besoin de l'aide de personne pour le faire. Il existe une créature qui, en principe, est capable de vivre éternellement. Il s'agit d'une espèce de méduse connue sous le nom de Turritopsis c'est trop difficile. On l'appelle aussi, et plus simplement, la méduse immortelle. Ces animaux ont la capacité de rajeunir. En gros, dès que quelque chose ne va pas, ces méduses retournent au stade de polype et recommencent tout. Maintenant, nous allons tester tes connaissances. Y a-t-il plus d'arbres sur Terre ou d'étoiles dans la Voie lactée? Si ta réponse est étoile, désolé, mais tu te trompes. Selon les estimations des scientifiques, il y a environ 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie et environ 3000 milliards d'arbres sur Terre. Impressionnant. Pluton n'a toujours pas fait une révolution complète autour du Soleil depuis qu'on l'a découverte. Et maintenant, dis-toi qu'on connaît cette planète naine depuis 1930. Il faut environ 248 ans à Pluton pour faire un tour complet de notre étoile commune. Au fait, c'est Mercure la plus rapide. Il ne faut qu'environ 88 jours à cette planète pour faire le tour du Soleil. Quoi qu'il en soit, Pluton achèvera sa première révolution depuis sa découverte en l'an 2178. Quel suspense! Un autre fait amusant sur les planètes. La planète naine Haumea a une forme très particulière. Elle ressemble à une pomme de terre. Elle fait à peu près la même taille que Pluton et possède des anneaux semblables à ceux de Saturne. Si tu veux la trouver un jour, elle est située quelque part au-delà de l'orbite de Neptune. Les nachos n'ont pas été inventés il y a si longtemps que ça au Mexique. Ça fait moins de 100 ans qu'on en mange. Ignacio Anaya, surnommé Nacho, aurait créé ce mets dans les années 1940. Il y a une belle histoire derrière la création des nachos. Une cliente régulière, qui avait très faim ce jour-là, a demandé à Ignacio de lui apporter, à elle et à ses 3 amis, quelque chose d'un peu différent. Voyant à quel point ces dames étaient affamées, il a décidé de leur préparer quelque chose rapidement. Et il a dû improviser et utiliser les ingrédients qu'il avait sous la main. Il a donc mis des tortillas, râpé une grande quantité de fromage dessus et a fait chauffer le tout. Afin de rendre le plat plus savoureux, il a ajouté quelques piments jalapeno. Mamie Finan, la cliente en question, lui a demandé quel était le nom de ce plat inconnu. Ignacio a réfléchi 2 minutes avant de répondre « La spécialité de Nacho ». Les oranges ne sont pas toujours oranges.
Quand on les cultive dans les régions subtropicales, où il ne fait pas suffisamment froid, la chlorophylle ne se décompose pas et la peau du fruit reste donc jaune ou verdâtre. Ces oranges sont généralement traitées avec du gaz éthylène afin de leur redonner leur couleur habituelle. Voilà qui orange tout. Bon, je vais maintenant te proposer une petite devinette. Quel est le point commun entre le beurre de cacahuète et une bague de fiançailles? Les diamants, bien sûr. Des scientifiques ont appris à transformer du beurre de cacahuète en diamant. Ils ont extrait l'oxygène du CO2. Ils ont récupéré le carbone et l'ont soumis à une pression intense. À la fin, ils ont obtenu des diamants. Voilà, tu sais tout. Le poisson globe, qu'on appelle également poisson ballon, est célèbre pour deux choses. Son incroyable maladresse et sa capacité à se transformer en une espèce de ballon. En se gonflant, ces poissons peuvent survivre dans la nature. Dans cet état, ils sont immangeables. En fait, ils ne sont pas vraiment comestibles même lorsqu'ils sont dégonflés. Leur poison est plus de 1000 fois plus toxique que le cyanure. Ne compte pas sur des antidotes, il n'en existe pas. Peut-être en trouvons-nous un jour. Il n'y a pas que les humains qui peuvent devenir chevaliers. Les manchots le peuvent aussi. Il y en a même un qui vit à Édimbourg, et il a été fait chevalier en 2008. Voici Niels Olaf III. La mascotte est le colonel en chef de la garde royale norvégienne. Tu choses du combien? Je parie que tes pieds sont plus petits que ceux de la Statue de la Liberté. Aucune statue n'a vraiment besoin de chaussures, mais si celle-ci voulait s'acheter de nouvelles baskets, il lui faudrait trouver du 879. Ce n'est pas surprenant, elle mesure quand même 46 mètres. Ce sont nos muscles qui nous donnent la chair de poule. On appelle ces petits muscles les arrecteurs du poil. Et ils se trouvent à la base de chaque follicule pileux. Chaque fois qu'il fait froid, ils se contractent, ce qui fait que nos poils se dressent, créant par la suite cette chair de poule bien connue des frileux. Tu penses peut-être ne pas être très sportif, mais si tu as déjà repassé tes vêtements dans un endroit et une position peu confortable, tu l'es sans le savoir, en quelque sorte. Le repassage extrême est un sport dans lequel les gens emmènent des planches à repasser dans les endroits les plus inattendus, des forêts par exemple, sur des canoës ou dans les montagnes, pour y repasser leurs vêtements. Certains le font même au sommet de grandes statues de bronze ou sous l'eau. Et oui, il y a même des championnats officiels. Ces gens n'ont-ils donc jamais entendu parler des tissus infroissables ? Les battles de rap ne sont pas aussi récentes qu'on le croit généralement. Dans le Moyen-Âge tardif, il existait des joutes verbales, et ça ressemblait beaucoup à ces batailles célèbres dans le monde du hip-hop. Elles étaient très populaires au XVe et XVIe siècle. Deux adversaires devaient se moquer l'un de l'autre en improvisant leurs répliques. Selon certains cartographes de la langue, nous posséderions des zones différentes pour des goûts différents. Mais c'est faux. Certaines de nos papilles gustatives sont plus sensibles à certains goûts qu'à d'autres. Mais cela ne veut pas dire qu'une zone particulière soit plus sensible au goût sucré qu'une autre. Par exemple, d'après les dernières études, toutes les zones de la langue possèdent des papilles sensibles à tous les goûts. Les caméléons ne changent pas de couleur pour pouvoir s'adapter à leur environnement. Ce serait probablement très fatigant. En réalité, ce sont leur humeur, la température ou l'intensité de la lumière qui influencent ce phénomène. Lorsque les caméléons se détendent et étirent leurs cellules, les cristaux à l'intérieur de celles-ci sont affectés par la lumière. Ces reptiles utilisent ces cristaux pour communiquer entre eux, donc, par exemple, les teintes plus sombres montrent qu'ils ne sont pas de très bonne humeur. Ils sont même plutôt grognons. Méfie-toi du caméléon grincheux. Les dindes peuvent rougir, tout comme les gens. Ça marche de la même façon. Elles rougissent quand elles sont en colère, excitées ou quand elles se sentent mal. La peau de leur cou et de leur tête devient toute rouge. Les opossums ne dorment pas vraiment en se suspendant par la queue. C'est courant dans les dessins animés et sur certaines photos, mais ce n'est pas une réalité. Leurs queues sont très fortes, ce qui permet à ces animaux de s'accrocher aux branches et d'y rester suspendus, mais seulement pendant de courtes périodes. Et les adultes sont trop lourds pour rester dans cette position pendant très longtemps. Ce ne serait donc pas très reposant pour eux s'ils tentaient de dormir comme ça. Se suspendre par la queue toute la nuit est même le summum de l'impossible, l'impossible pour ainsi dire. Imagine que tu traînes quelque part dans les forêts d'Australie. Tu as soif, alors tu vas au ruisseau le plus proche. Soudain, tu sens que tu as le nez qui coule. C'est étrange, car tu es en parfaite santé. Tu t'arrêtes et tu attends. Quelques secondes plus tard, ton nez te démange. Quelques minutes plus tard, tes yeux pleurent. Ta gorge devient incontrôlable, tu ne peux pas respirer librement et tu éternues constamment. C'est comme si tu respirais de l'air empoisonné. Mais qu'est-ce qui l'empoisonne ? Les plus petites particules de la plante la plus dangereuse au monde volent autour de toi. Elle s'appelle Gympie Gympie. Elle est là. Elle a l'air normale. Un petit buisson avec des tiges et des feuilles vertes. Plus tu t'approches, plus tu te sens mal. Tu as besoin de plus d'air,
Ta peau devient rouge. Ça te fait physiquement mal d'être ici. Tu sens que tu pourrais perdre conscience si tu restais ici un peu plus longtemps. Tu sais ce qui va se passer si tu touches cette plante? Eh bien, tu auras l'impression que des aiguilles chauffées à blanc pénètrent ta peau. Et même si tu t'enfuis aussi loin que possible d'ici tout de suite, la douleur ne diminuera pas. Les effets de la piqûre dureront plusieurs heures. Les jours passent et la douleur demeure. Des semaines et des mois passeront, mais tu la sentiras toujours. Tu peux laver la zone affectée à l'eau froide et au savon, mais ça ne t'aidera pas beaucoup. Il se peut que la douleur ne disparaisse pas avant plusieurs années, et tous ces minuscules poils végétaux qui ont pénétré ta peau peuvent rester en toi pour toujours. La toxicité du Gimpy Gimpy est si élevée que même si tu arraches une feuille et que tu la touches un an après, elle provoquera des lésions sur ton corps. La mauvaise nouvelle, c'est que cette plante est difficile à repérer. Tu peux facilement la confondre avec la bardane ou l'ortie. Imagine seulement ce qui se passerait si quelqu'un tombait dans un buisson. Son signe distinctif est une fine couche de peluche sur chaque feuille. Mais attention, cette peluche est constituée de milliers de poils toxiques. Ils volent également autour de la plante. Il est donc dangereux d'être ici sans masque à gaz. Un simple masque médical ordinaire ne sera d'aucune utilité car les poils peuvent traverser le tissu. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde et que les gens mettent généralement des panneaux d'avertissement à proximité. Cette mauvaise herbe pousse en Australie. Des chercheurs d'or ont découvert cette plante en 1860 près de la ville de Gympie. Et quelque chose me dit que ce n'était pas la plus heureuse des découvertes. Même de nos jours, le Gimpy Gimpy représente un sérieux danger pour les bûcherons et les touristes. Tu peux accidentellement le toucher avec ta main. Un seul contact suffit à te faire perdre ta capacité de travail pendant plusieurs semaines. Dans certains cas, la zone touchée continue de faire mal pendant des décennies. Un homme est tombé dessus et a perdu la raison à cause de la douleur. Les gens comparent une piqûre de Gimpy Gimpy à la piqûre de 30 guêpes en même temps. Et tu ne sauras pas comment t'en débarrasser. Après avoir touché cette plante, un homme a ressenti pendant 2 ans une sensation désagréable à chaque fois qu'il prenait une douche. Si tu veux l'étudier, tu dois porter une combinaison de protection et un masque à gaz. Il ne doit y avoir aucune zone découverte sur ton corps. Rentre tes jambes de pantalon dans tes bottes, mets des gants de protection et avance dans la forêt. Elle pousse en lisière, près des cours d'eau. Le Gimpy Gimpy est l'une des 6 espèces d'arbres venimeux originaires d'Australie. Ils aiment le soleil et la végétation qui les entoure. Chaque poil de la surface de la feuille est empoisonné. Lorsqu'il entre en contact avec une surface quelconque, il s'ouvre et pulvérise une toxine brûlante. Ensuite, la douleur augmente et la peau devient rouge. La durée de l'effet dépend du nombre de poils qui pénètrent dans ton corps. Après quelques années, tu peux appuyer sur la zone de la piqûre et sentir que les poils sont toujours là. Il n'y a pas d'antidote, car les scientifiques ne connaissent toujours pas les composants du poison toxique. Tout ce qu'ils savent, c'est que l'effet du poison dure très longtemps, plusieurs années. Il peut résister à des températures froides et chaudes. L'eau ne fait que renforcer son effet. Les échantillons botaniques de cette plante dans les laboratoires sont toujours dangereux bien que les scientifiques les conservent depuis plusieurs années. Après avoir croisé le Gimpy Gimpy, n'oublie pas de te désinfecter. Enlève soigneusement tes vêtements, tes chaussures, ton masque et tes lunettes. Mets la combinaison de protection dans la machine à laver et lave bien tout le reste. De minuscules poils peuvent se trouver dans ton pantalon ou dans les manches de ta veste, alors fais attention. Cette toxicité fait de Gimpy Gimpy la plante la plus protégée au monde. Mais attends, c'est quoi ça? Tu vois ces petits trous sur ses feuilles? On dirait que quelqu'un est en train de la manger. Ce sont les espèces habituelles de scarabées nocturnes. Ils peuvent dévorer le Gimpy Gimpy toute la journée car les poils toxiques ne peuvent pas leur faire de mal. Ces insectes s'en moquent. Le Gimpy Gimpy est le déjeuner idéal parce que personne ne peut déranger ces scarabées lorsqu'ils sont assis sur cette plante. Et oui, tous les animaux qui vivent à proximité savent qu'il ne vaut mieux pas s'en approcher. Mais il y a un mammifère qui n'a pas peur du Gimpy Gimpy. C'est un pas de melon à pattes rouges. Il ressemble à un petit kangourou et adore manger les feuilles de Gimpy Gimpy. Les scientifiques ne savent toujours pas ce qui protège exactement cet animal des poils toxiques. Aujourd'hui, nous connaissons presque tous les endroits où cette plante pousse. Les gens les marquent avec des panneaux. Si tu en vois un, n'y va surtout pas. Le Gimpy Gimpy est une plante terrible, mais que dirais-tu d'une plante qui peut prendre le contrôle du monde entier et détruire toutes les récoltes ? Elle n'a pas besoin de conditions favorables pour se développer. Elle peut survivre sous la pluie, dans des endroits arides sous le soleil brûlant, ou à des températures basses et élevées.
On l'appelle la berce du Caucase. Si la graine de cette plante se retrouve dans un potager ou un champ de blé, elle délogera tous ses concurrents en quelques semaines. Le vent peut souffler sur les graines de la berce du Caucase et les propager vers les territoires les plus proches. Cette plante peut détériorer les écosystèmes du monde entier. Elle pousse plus vite que ce que les gens parviennent à la détruire. Si tu vaporises du poison sur les feuilles, elle ne s'en soucie même pas. Si tu laisses des coléoptères parasites entrer dans le territoire de la berce du Caucase, elle ne s'en soucie pas non plus. Elle se multiplie très rapidement et vit plus longtemps que de nombreuses plantes. Elle peut atteindre la hauteur d'une maison à un étage et s'enfoncer profondément dans le sol avec ses racines. Il est aussi dangereux de la toucher avec les mains. Cela peut provoquer des rougeurs sur la peau et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas agréable. C'est pourquoi il est si difficile de lutter contre elle. Elle détruit toutes les plantes, les buissons et les fleurs à proximité. Les scientifiques n'arrivent toujours pas à créer un poison efficace pour combattre ce monstre vert. Aucun coléoptère ne s'en nourrit. C'est pourquoi la berce du Caucase est l'une des plantes les plus dangereuses au monde. Elle n'a tout simplement pas d'ennemis dans la nature. Mais les scientifiques sont sûrs que l'évolution créera des créatures capables de la détruire. Il peut s'agir de petites bestioles ou de bactéries parasites. Mais avant que cela ne se produise, les humains doivent combattre cette bête eux-mêmes. Ils dépensent des millions de dollars pour essayer de la détruire, mais ça ne marche pas toujours. On peut brûler un champ, mais s'il reste une graine, elle poussera rapidement sur le sol brûlé. Nous venons de parler de certaines des plantes les plus dangereuses du monde, mais qu'en est-il des arbres? Un mancenillier pousse en Floride. Son tronc sécrète un jus toxique qui est dangereux pour la peau. Mais cela devient bien pire pendant qu'il pleut. Quand l'eau tombe sur l'écorce, elle se mélange au poison. Ensuite, ces gouttes empoisonnées peuvent être expulsées de l'arbre et se retrouver sur ta peau. Les feuilles et les fruits contiennent aussi cette toxine. Donc, ne te cache jamais sous cet arbre par mauvais temps. Les champignons, les arbustes et les fleurs ne poussent pas non plus près de cet arbre. Les animaux ne s'en approchent jamais. Les oiseaux ne s'assoient jamais sur ses branches. Le mancenillier résiste à l'eau et aux températures élevées. N'essaie jamais de le brûler. La fumée qui se dégage lors de la combustion est toxique et dangereuse pour les yeux. Les habitants de la région marquent cet arbre avec des cercles rouges. Les gens trouvent des idées folles, n'est-ce pas? Je veux dire, des bonbons sur un bâton? Comment en est-on arrivé là et pourquoi? Et que dire du nom lollipop en anglais? Sucette en français? Voyons un peu l'histoire et les informations connues sur cette friandise célèbre. D'accord, au départ, elle ne s'appelait pas lollipop. Nous reviendrons sur ce nom un peu plus tard. Mais la première friandise, qui ressemblait à une sucette, a très probablement été inventée par des gens qui parcouraient la Terre il y a des milliers d'années et qui vivaient encore dans des grottes. Rien que ça. Nous savons qu'ils aimaient le miel et qu'ils utilisaient un bâton pour le récolter dans les ruches. Rappelle-toi, c'était à l'époque où les gens avaient très peu de ressources en matière de nourriture, ou de quoi que ce soit d'ailleurs. Comme ils ne voulaient rien gaspiller, ils ont sûrement fini par lécher le bâton pour être sûrs de bien profiter de chaque goutte de nectar. Les Égyptiens de l'Antiquité avaient aussi leur propre sucette. Ils prenaient divers fruits et noix et les glaçaient dans du miel. Bien sûr, cela donnait un meilleur goût aux aliments, mais cela permettait aussi de les conserver plus longtemps. Grâce à sa forte concentration en sucre, le miel chasse l'eau des cellules nocives qui peuvent endommager les aliments et les faire pourrir plus rapidement. Pour éviter d'avoir les doigts collants à cause du miel, ils utilisaient aussi un bâton pour manger ces friandises. Avançons rapidement jusqu'aux années 1600, lorsque le sucre est devenu beaucoup plus accessible au grand public. Nous savons maintenant que les Anglais adoraient les friandises au sucre dur et qu'ils les mettaient sur des bâtonnets, ce qui les rendait plus faciles à déguster. C'est probablement à cette époque que le terme lollipop est apparu. Les linguistes pensent qu'ils cherchaient à désigner essentiellement le claquement de langue. Comment cela? Eh bien, pour le mot langue, on utilise souvent le mot lolly dans le nord de l'Angleterre. Et pop signifie claque. La chronologie des sucettes nous mène maintenant en 1912, lorsqu'un homme du nom de Samuel Bourne a réellement inventé un dispositif permettant d'insérer des bâtonnets dans des bonbons. Il est devenu si populaire que Samuel a reçu les clés de la ville de San Francisco en 1916. Cependant, c'est un homme du nom de George Smith, propriétaire d'une entreprise de confiserie, qui s'est attribué le mérite de l'invention de la version de la sucette que nous connaissons et aimons aujourd'hui en 1908. Il a même déposé le nom en 1931. Il a affirmé que le nom de la friandise provenait d'un célèbre cheval de course nommé Lollipop. Comme tu peux le constater, il y a toujours une certaine concurrence autour de la paternité de ce nom. Mais ce dont nous sommes sûrs,
c'est que la sucette est devenue de plus en plus populaire et qu'elle l'est restée depuis. Certaines entreprises modernes sont capables de produire jusqu'à 3 millions de ces bonbons par jour, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. La plus grande sucette jamais créée remonte à 2012, lorsqu'un fabricant de bonbons californien en a fabriqué une impressionnante au goût de chocolat. Elle pesait plus de 3175 kg. Si l'on prend également en compte le bâton, cette énorme sucette mesurait plus de 3 mètres. L'une des marques de sucettes les plus célèbres au monde est Chupa Chups. Savais-tu que le logo de cette marque a un nom très célèbre derrière lui ? C'est celui de Salvador Dali lui-même, le célèbre artiste surréaliste. La société l'a contacté en 1969 pour concevoir son logo, et il a créé le design distinctif que nous connaissons et adorons tous avec le nom Chupa Chups, intégré dans une forme de marguerite aux couleurs vives. Le célèbre peintre a aussi eu l'idée que le logo devait être placé sur le dessus du bonbon plutôt que sur le côté. Pourquoi ? Pour que tu puisses toujours le voir parfaitement, sans aucun des plis qui accompagnent souvent les emballages de bonbons. Ingénieux, non ? De plus, cette marque a su se distinguer en s'exportant dans les endroits les plus insolites. L'histoire veut qu'une Chupa Chups ait ainsi été la première sucette à être mangée dans l'espace. C'était en 1995, lorsqu'un astronaute a emporté une Chupa Chups dans la station spatiale, ce qui en faisait officiellement la première sucette à être consommée dans un environnement en apesanteur. Je me demande si elle avait un goût différent. Il y a aussi un Chupa Chups sous la mer, mais ce n'est pas vraiment ce que tu penses. Ce n'est pas la chose la plus facile au monde de déguster une sucette sous l'eau, n'est-ce pas ? Mais alors qu'ils avançaient dans une expédition dans la mer de Weddell, dans l'océan Antarctique en 2000, un groupe de scientifiques est tombé sur une éponge de mer à l'aspect étrange. Elle avait une tête ronde et ressemblait étonnamment à une sucette. On lui a évidemment donné un nom approprié. La version courte était S. Chupa Chups. Si tu cherches un jour des photos de ces créatures, elles ressemblent à des sucettes sous-marines éparpillées au fond de la mer. Puisque nous parlons de forme, tu t'es déjà demandé pourquoi les bâtons de sucette ont ce trou carré dans le plastique ? C'est en fait lié au processus de fabrication. Lors de la fabrication, le bonbon est fondu dans le bâton. Cela permet de s'assurer que la tête de la sucette reste fermement attachée à son bâton respectif, afin qu'elle ne se détache pas et finisse par tomber. Oh, quel dommage! L'autre raison est plutôt une question de sécurité, pour éviter que le bâton de sucette ne présente un risque d'étouffement en cas d'ingestion accidentelle. Comme il laisse passer l'air, il reste un peu de place pour respirer s'il reste coincé quelque part. Mais ne parlons pas de malheur. De nos jours, la société Tootsie Roll est devenue le plus grand fabricant de sucettes. Elle fabrique plus de 16 millions de bonbons chaque jour. Quant aux sucettes Doom Doom, elles tiennent leur nom de leur inventeur. Il voulait un nom facile à prononcer et à retenir par la nouvelle génération, la principale cible du produit. Que penses-tu de la saveur mystérieuse des Doom Doom ? Est-elle vraiment si mystérieuse ? Non, c'est en fait une recette assez simple. Il la fabrique lorsqu'un lot d'arômes s'épuise et que le suivant commence. De sorte que l'arôme résulte de la combinaison au hasard de deux goûts différents, quels qu'ils soient. Mais quel est le rapport entre le célèbre écrivain Charles Dickens et la sucette ? Eh bien, il se trouve que dans le monde moderne, ce nom est apparu pour la première fois dans l'un de ses romans. C'était dans les années 1800. Les sucettes ne servent pas juste à se faire du bien avec du sucre. Certaines d'entre elles sont aussi utilisées pour soigner les gens. Elles sont particulièrement pratiques pour les jeunes qui ont du mal à supporter les produits classiques. Mais certaines de ces sucettes sont strictement réservées aux adultes. Si tu es un grand fan de cette friandise, tu peux te préparer à une belle fête le 20 juillet de chaque année. C'est à cette date que les Américains célèbrent la journée nationale des sucettes. Il est courant que les gens s'offrent des sucettes pendant cette journée. Certains magasins lancent aussi des lignes uniques pour cette occasion et exposent leurs meilleurs produits. La sucette est également associée à quelques records mondiaux. Par exemple, la plus longue chaîne de personnes léchant des sucettes, qui a rassemblé 12 831 individus. L'événement a été organisé à Valladolid, en Espagne, en septembre 2008. Et pour ceux qui recherchent quelque chose de plus sophistiqué, il faut savoir que la sucette la plus chère du monde coûte plus de 10 000 $. Il ne s'agit pas d'une seule sucette en soi, mais d'une chaise fabriquée avec 27 kg de sucre glace.
Nous n'avons littéralement aucune idée du nombre de sucettes que le monde consomme chaque jour au total. En revanche, nous savons quels sont les pays qui comptent le plus de fans, à savoir l'Allemagne, l'Irlande, la Suisse, l'Autriche et le Royaume-Uni. On ne l'appelle pas seulement une sucette. Il existe différents noms pour la désigner selon l'endroit où l'on se trouve dans le monde, comme lollipop, sucette ou sticky pop par exemple. La saveur la plus courante, souvent associée à cette friandise, est la barbe à papa. C'est probablement parce que c'est beaucoup plus facile à déguster que la vraie barbe à papa, et que, surtout, c'est juste délicieux. Mais pour moi, rien ne vaut une sucette à la cerise. Et toi, quelle est ta saveur préférée? Dis-le-moi dans les commentaires. Tu te trouves en Afrique. Ici, la faune et la flore sont uniques, foyer d'une grande variété de cultures et de langues. Surtout, l'Afrique abrite le plus grand désert chaud du monde, le Sahara. Il fait jour et tu as soif d'eau et d'ombre. Tu marches depuis des jours à la recherche d'une de ces précieuses oasis. Tu sens que tu es proche, mais l'horizon ne cesse de s'étendre et de se prolonger. Ton esprit est fatigué et ton corps souffre vraiment de la chaleur. C'est comme si tu avais mangé une assiette entière de piment et encore plus, à en juger par la quantité de sueur que tu transpires. Et quand je dis chaud, je veux dire 38 degrés Celsius en moyenne. Pas étonnant que cela se produise. Après tout, tu te trouves dans le désert le plus chaud du monde. Je dis désert chaud, car les plus grands paysages désertiques sont en fait des paysages froids, situés en Antarctique et en Arctique. Le désert glacé de l'Antarctique fait plus ou moins la taille d'1 million de lacs. Oui, je parle bien de l'aéroport international de Los Angeles. Le désert arctique est juste un peu plus petit que ça. Au cas où tu ne le saurais pas, le désert du Sahara est situé en Afrique du Nord et s'étend de l'océan Atlantique jusqu'à la mer Rouge. Il occupe une superficie suffisante pour placer environ 100 000 parcs à thème de Disney World côte à côte. Selon les scientifiques, ces frontières sont en train de s'étendre. Les déserts se forment généralement dans les régions subtropicales, en raison de ce que l'on appelle la circulation de Hadley. L'air monte à l'équateur et descend dans les régions subtropicales. Cette circulation d'air a un effet asséchant qui favorise la formation de paysages désertiques. Depuis les années 1920, on estime que le Sahara s'est étendu de plus de 10%. Comment cela se produit-il? Eh bien, commençons par le début. Tu sais probablement que le désert du Sahara est l'un des endroits les plus inhospitaliers du monde de nos jours. Pour info, pour qu'un endroit soit considéré comme un désert, il doit recevoir moins de 10 cm de pluie par an. En raison de ce très faible indice de précipitation, les déserts sont traditionnellement des endroits secs et arides. Il y a peu d'humidité dans l'air et les températures diurnes peuvent atteindre 54 degrés Celsius. En général, il n'y a pas beaucoup de vie animale et végétale à cause du manque d'eau. Mais dans le cas du Sahara, cela n'a pas toujours été le cas. Il peut être difficile d'imaginer l'Afrique du Nord sans les tonnes de sable qu'elle possède aujourd'hui. Mais il y a environ 20 000 ans, le Sahara était en fait une grande oasis. Des découvertes récentes montrent des preuves évidentes de ce que les scientifiques appellent désormais le Sahara vert. Au milieu des années 1800, un explorateur allemand qui traversait le Sahara a découvert des peintures et des gravures que des artistes nomades avaient laissées derrière eux. Ce qu'il a vu dans ces peintures ne ressemblait en rien à ce qui l'entourait réellement. Au lieu d'un paysage aride avec seulement des chameaux et une végétation désertique, les peintures rupestres représentaient des animaux de la jungle tels que des girafes et des hippopotames. Il y avait même des images de bétail et d'animaux de pâturage comme des bovins et des moutons, ce qui semble impossible pour le Sahara d'aujourd'hui. Les artistes dessinent généralement ce qu'ils voient autour d'eux. C'est pourquoi cette découverte a vraiment intrigué l'explorateur allemand. Les dessins étaient si précis que les artistes ont dû avoir un contact étroit avec ces animaux. On peut trouver cet art rupestre dans toute la partie nord du continent africain, du Sahara occidental à l'Arabie saoudite. Les géologues se sont rapidement intéressés eux aussi à cette question et ont trouvé les premiers indices que cela pouvait signifier. Ils ont pu confirmer qu'en fait, l'Afrique du Nord était autrefois beaucoup plus humide. Ils ont trouvé des preuves dans les sédiments des eaux profondes au large des côtes de la Mauritanie. Des carottes de sable et de boue sous-marine, également connues sous le nom de couches d'air saharien, ont montré aux géologues qu'en fait, un Sahara vert était possible. Plus la poussière s'échappe du désert et se dépose au fond de l'océan, plus le climat de la région est sec. Les carottes de sédiments montrent qu'il y avait beaucoup moins de poussière, 2 fois moins, en provenance d'Afrique du Nord pendant la période humide. Cette période est liée au cycle naturel de la Terre. Normalement, la Terre tourne selon une inclinaison de 23,5 degrés.
mais cet angle n'est pas constant et change au fil du temps. L'inclinaison de la Terre est responsable de la quantité de lumière que reçoit chaque hémisphère. Elle affecte plusieurs fonctions de l'écosystème de la planète. À l'époque du Sahara vert, la Terre recevait entre 4 et 8% de plus de lumière solaire qu'aujourd'hui. Ainsi, lorsque la Terre s'est inclinée il y a environ 20 000 ans, l'hémisphère nord a reçu plus de lumière solaire directe, ce qui a affecté les niveaux d'humidité dans la région. Le réchauffement de l'hémisphère nord a eu une incidence sur le fonctionnement des moussons, plus particulièrement la mousson d'Afrique de l'Ouest. Les moussons sont des systèmes de vent qui affectent l'indice de précipitation et les niveaux d'humidité d'une région. Lorsqu'une partie du globe se réchauffe, cela permet à davantage d'air de s'élever. Il se combine avec le vent pour attirer l'humidité dans l'atmosphère. Petit à petit, l'Afrique du Nord est également devenue plus humide. Cette humidité supplémentaire a rendu le Sahara si irrigué qu'il y avait de véritables étendues d'eau dans la région. Avec la croissance de la végétation, les plantes ont mieux retenu l'humidité que le sable nu. Il existe des preuves de l'existence de bassins naturels dans tout le Sahara et de lacs si grands qu'ils pourraient y contenir tous les grands lacs des États-Unis. Les archéologues ont découvert des preuves de l'existence de communautés dynamiques dans ce qui est aujourd'hui une zone aride. Apparemment, les cultures anciennes ont su tirer pleinement parti de la période humide de l'Afrique. Selon les chercheurs, la population humaine a atteint son apogée dans le Sahara il y a environ 9000 ans. On trouve des traces de foyers, d'outils de chasse, d'hameçons et même de monticules d'eau de poissons. Les archives montrent qu'il y a eu plus de 230 périodes vertes sur une période de 8 millions d'années. Le rayonnement solaire change constamment en raison des cycles orbitaux naturels. C'est pourquoi la Terre assistera très certainement à un autre épisode de Sahara vert. Cela pourrait être dans des milliers d'années, certes, mais cela arrivera. De la même manière que le Sahara deviendra vert, il deviendra aussi de nouveau jaune. Disons-le comme ça pour résumer. Il suffira d'une inclinaison axiale importante et de quelques années de réajustement. Cependant, un autre phénomène retient actuellement l'attention des scientifiques. Des études récentes de la National Science Foundation, menées par l'Université du Maryland, montrent que le Sahara s'est étendu de 10% au cours des 90 dernières années. Ce phénomène se dénomme désertification, ce qui signifie littéralement que les terres fertiles se transforment en terres désertiques. Le désert du Sahara progresse désormais dans la région semi-aride du Sahel. En 1950, cette région comptait 31 millions d'habitants. Aujourd'hui, sa population dépasse les 100 millions d'habitants. Cette croissance démographique rapide a largement contribué à l'expansion du Sahara. Les agriculteurs, autrefois nomades, ont commencé à se sédentariser. L'utilisation des terres s'est intensifiée, ce qui a contribué à affaiblir le sol. La demande de nourriture a entraîné une surexploitation des terres, de sorte qu'une part encore plus grande de celle-ci s'est transformée en désert. L'étude montre également que les cycles climatiques naturels peuvent affecter les précipitations dans le Sahara et le Sahel. Les scientifiques affirment que tous les déserts fluctuent, et pas seulement le Sahara. La frontière d'un désert peut s'étendre pendant l'hiver sec et se contracter durant l'été plus humide. Au sud du Sahara se trouve le bassin du Tchad. Il s'agit d'une étendue d'eau naturelle qui sert désormais d'indicateur de l'expansion du Sahara. Le bassin du Tchad est situé dans la région où le Sahara progresse vers le sud. Un expert en atmosphère et en océan de l'Université du Maryland explique que les précipitations ont fortement diminué dans toute la région. En raison de la réduction des précipitations, il y a moins d'eau dans tout le bassin, et même le lac Tchad s'assèche. Tout comme le Sahara, le désert d'Atacama au Chili, réputé le plus sec du monde, est également en expansion. Il est situé au nord de la ville de Santiago, et sa frontière sud s'étend vers la capitale chilienne. Le climat devient de plus en plus sec ici, et la ville de Santiago risque de devenir elle-même une région aride ou semi-aride. Les vallées autrefois fertiles des rivières locales, qui ont vécu de l'agriculture et de l'élevage pendant de nombreuses générations, perdent leurs revenus à mesure que la terre chilienne se transforme en désert. Depuis 2010, Santiago a reçu seulement un tiers de ses précipitations habituelles. En dehors de la ville, les agriculteurs creusent des trous à la recherche de l'or bleu, c'est-à-dire tout simplement l'eau. La situation ici est très similaire à celle du Sahel. Alors dis-moi, as-tu été aussi surpris que moi de découvrir ce qui se passe dans la région sahélienne ? N'hésite pas à partager dans les commentaires ci-dessous. Tout le monde aime les sites archéologiques. Le Colisée romain, la cité antique du Machu Picchu, les pyramides de Gizeh. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ils ressemblaient autrefois, à l'époque où ils ont été construits ? Ou même à l'époque où ils étaient recouverts de lierre et oubliés par l'humanité ? Attache ta ceinture, car nous partons pour un voyage dans le temps vers les plus grands sites archéologiques du monde.
Notre voyage commence en Amérique du Sud, au fin fond des montagnes péruviennes. Voici la cité de Machu Picchu. C'est un immense tribut à l'ingéniosité et à la puissance de la civilisation Inca. À son apogée, cette dernière s'étendait sur 4000 km le long du littoral de l'Amérique du Sud, de l'actuel Équateur jusqu'au Chili. Et le Machu Picchu était situé au cœur de celle-ci. Le site historique a été construit à environ 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, plus ou moins vers 1450 avant notre ère. La ville, ceinte de murs, était composée d'environ 150 bâtiments en pierre. Les Incas ont réussi à construire des temples, des maisons et même un système complexe d'aqueducs pour irriguer toute la ville. Et oui, ils ont fait tout cela sans l'aide de roues ou d'instruments en fer. L'habitat ressemblait peu ou prou aux maisons de pierre que nous voyons de nos jours, à la différence que les Incas n'utilisaient pas de ciment pour sceller les blocs ensemble. Pourtant, ils s'emboîtent parfaitement les uns avec les autres. En plus de cela, les Incas ont dû développer une technologie antisismique rudimentaire mais efficace, puisqu'en cas de tremblement de terre, les pierres tremblaient sans s'effondrer. Si le Machu Picchu avait été construit aujourd'hui, il aurait fallu plus de 70 millions de dollars pour le terminer entièrement. L'objectif du site est encore un mystère pour de nombreux historiens. Selon certaines théories, il aurait pu être construit comme un site cérémoniel, une place forte pour le peuple inca, ou même un lieu de villégiature pour la royauté. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'au XVIe siècle, 100 ans après la construction du Machu Picchu, sa population l'a abandonné. Les racines des arbres ont envahi la majorité du site et l'ont caché à l'humanité pendant plus de 4 siècles. Ce n'est qu'au XXe siècle que le Machu Picchu a été révélé aux yeux du monde lorsqu'un fermier péruvien a accompagné Hiram Bingham, professeur à l'université de Yale, pour une visite du site. Depuis, Bingham et de nombreux autres explorateurs ont consacré leur vie et leurs recherches à l'étude de la merveille archéologique qu'est le Machu Picchu. Le prochain arrêt de notre machine à voyager dans le temps est la ville de Pompéi, en Italie. Pompéi a imprégné notre imaginaire collectif pendant de nombreux siècles. L'éruption du mont Vésuve en 79 après Jésus-Christ et la destruction d'une ville entière ne sont, espérons-le, pas quelque chose qui se reproduira de sitôt. Mais tu dois te demander à quoi ressemblait Pompéi lors de son dernier jour. Il n'a fallu que 18 petites heures pour que les rues, les marchés, les maisons et le forum de Pompéi soient ensevelis sous des millions de tonnes de cendres volcaniques. Grâce à des scientifiques ingénieux, nous avons découvert que la lave et les cendres qui ont recouvert Pompéi le tout dernier jour ont en fait contribué à figer la ville dans le temps. Contrairement à la glace, le nuage de cendres n'a pas préservé la ville intacte. Mais à mesure que les objets se sont désintégrés pendant 2000 ans, ils ont laissé des vides sous la terre. Les archéologues ont découvert que s'ils remplissaient ces vides avec du plâtre, la forme de la ville enterrée pouvait être révélée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bien sûr, cela n'avait rien à voir avec la ville animée de 12 000 habitants qui existait depuis de nombreuses années avant l'éruption fatidique. Pompéi était une cité vibrante et riche. Les ruines du site ont révélé que de nombreux quartiers de Pompéi abritaient des maisons impressionnantes, certaines avec des balcons, ce qui était un signe de grande richesse à l'époque. Et crois-le ou non, même certaines œuvres d'art ont survécu à l'éruption. Les archéologues ont trouvé des fresques et des peintures murales bien conservées et représentant des créatures mythologiques. Elles indiquaient généralement que des membres de la haute société vivaient là. Les ruines montrent que la ville disposait même de thermes et de douches fabriquées avec des matériaux luxueux. Et apparemment, les habitants de Pompéi avaient des dents incroyables. Les archéologues ont même pu distinguer un tel niveau de détail dans les moules de plâtre qu'ils ont récupérés sous terre. Toujours sur le territoire italien, se trouve l'une des plus grandes attractions touristiques du monde, le Colisée romain. Il a été construit comme un amphithéâtre sous le règne de l'empereur Vespasien, vers 70 après Jésus-Christ. Ce n'est qu'en l'an 80 que le fils de Vespasien, l'empereur Titus, a inauguré le Colisée. Le monument était une merveille à contempler, des murs de 50 mètres de haut, plus de 80 entrées et une capacité de 87 000 spectateurs. Toutes les classes sociales étaient les bienvenues au Colisée, ce qui explique en partie pourquoi il a prospéré pendant tant de siècles. Pendant le déclin de l'Empire romain, vers le VIe siècle après Jésus-Christ, le Colisée a commencé à être négligé et abandonné. Le monument a été pillé et certaines des pierres de ses colonnes ont été utilisées pour construire des infrastructures ailleurs.
il ne reste plus qu'un tiers du Colisée d'origine. Et vu comme il est grand aujourd'hui, on peut imaginer à quel point il était colossal à l'époque. La Grèce a été le berceau de l'une des plus grandes civilisations du monde. À l'apogée de cette culture, littéralement et historiquement parlant, il y a plus ou moins 2400 ans, les Athéniens ont construit une citadelle connue sous le nom d'Acropole. L'Acropole, qui est composée de bâtiments historiques, est considérée comme l'un des plus grands repères de la civilisation occidentale à ce jour. Les touristes qui visitent Athènes aujourd'hui peuvent admirer les piliers jaunis et brisés du Parthénon qui se dressent sur l'une des plus hautes collines de la ville. Mais à l'époque de sa construction, entre 447 et 432 avant Jésus-Christ, l'imposant et majestueux Parthénon était d'un blanc immaculé, car tout le monument était construit en marbre étincelant. Les statues à l'intérieur étaient faites d'or. Le Parthénon est un temple de 2000 mètres carrés, soutenu par 69 colonnes de marbre. Les plus grands blocs de marbre sont massifs et pèsent environ 10 tonnes chacun. Et le fait le plus surprenant est que le marbre ne provenait pas d'Athènes, mais d'un site voisin qui se trouvait à 15 km de l'Acropole, connu sous le nom de Mont Pentélique. Les historiens, intrigués par l'origine du matériau primaire utilisé pour la construction de l'Acropole, ont trouvé de petits et de gros blocs de marbre éparpillés sur le sol du Pentélique. Il y avait aussi une route pavée que les Grecs avaient construite pour transporter les pierres. Mais le monument le plus marquant de tous les temps est peut-être celui qui se trouve à la lisière du Moyen-Orient, à l'extérieur de la ville égyptienne du Caire. Les pyramides de Gizeh sont considérées comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Le complexe a été construit comme tombeau pour le pharaon Khéops il y a environ 4500 ans. Entre 20 et 30 000 ouvriers ont participé à sa construction et il est composé de 3 pyramides. Ce monument massif est fait d'environ 8000 tonnes de granit et de plus de 550 000 tonnes de mortier, ce qui lui donne l'apparence qu'il a aujourd'hui. Mais savais-tu que les pyramides n'avaient pas toujours eu cette apparence? Loin de là, elles étaient d'un blanc brillant avec une pointe triangulaire dorée au sommet. C'est parce que les Égyptiens ont utilisé plus de 6 millions de tonnes de calcaire pour recouvrir l'ensemble de la structure rocheuse en forme d'escalier. Tout cela pour qu'elle puisse briller d'un blanc éclatant sous le soleil impitoyable du ciel égyptien. La pyramide de Khéops est restée la plus haute structure sur Terre réalisée par des humains pendant plus de 3800 ans. C'était la seule pyramide à 8 faces d'Égypte et on pensait qu'elle était alignée avec la ceinture d'Orion. Elle est considérée comme la construction la plus alignée face au nord. En 1979, elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Dirigeons-nous maintenant vers la ville indienne d'Agra pour une visite rapide du Taj Mahal. Tu le connais peut-être sous ce nom, mais il porte aussi un nom plus attachant, une larme sur la joue du temps. La construction du Taj Mahal a duré plus de 22 ans et a été commandée en 1632 par l'empereur moghol Shah Jahan comme une déclaration d'amour pour sa 3e et favorite épouse, Mumtaz Mahal. Il a été construit en marbre blanc et étonnamment, grâce à une conservation rigoureuse, il reste encore très semblable à ce qu'il était lors de sa construction. Toutes ces merveilles du passé t'ont-elles donné envie de voyager? Dis-nous dans les commentaires si tu as déjà visité certains de ces sites ou quels autres lieux intéressants tu ajouterais à cette vidéo. Un vieil homme se tient dans la salle de bain et se regarde dans le miroir. Ses pupilles s'élargissent, ses cheveux se hérissent et sa mâchoire se décroche d'horreur. Non, il n'a pas peur de son reflet. Il vient juste de se souvenir du jour le plus effrayant de sa vie. Cela fait 30 ans et il ne peut toujours pas se regarder dans un miroir sans avoir peur. Le vieil homme ferme les yeux, la panique disparaît et les souvenirs arrivent. Matt et Lucy sont sur le point de passer un week-end ensemble à la campagne. Ils veulent faire une pause de la vie agitée de la ville et du travail assidu. Lucy trouve un endroit parfait sur le web. Ils réservent une maison douillette juste à côté d'un lac pour un prix modique. Ils sont ravis de cette chance et paient 2 jours à l'avance sans regarder les conditions de location. Le couple monte dans la voiture, il sourit et Matt appuie sur l'accélérateur. Ils ne savent pas encore quel cauchemar les attend. Nos héros arrivent sur place. La réalité ressemble exactement à la photo du site web. C'est une belle maison à 2 étages, juste à côté d'un lac et d'une forêt. Tout semble parfait, mais le propriétaire est un peu bizarre. C'est un grand vieil homme avec un sourire narquois. Il donne les clés à Matt et Lucy et leur souhaite de s'amuser. Puis, le propriétaire monte sur sa moto et s'en va.
Matt et Lucy inspectent la maison et jettent un coup d'œil au quartier. Matt remarque des caméras vidéo accrochées aux arbres. Il semble que le propriétaire les ait mises là par sécurité. « J'espère qu'il n'y a rien de ce genre dans la maison », plaisante Lucy. Le soir, il prépare le dîner et regarde un film. Matt entre dans la salle de bain. Il se lave le visage et des gouttes d'eau rebondissent sur le miroir. Il essuie le verre avec son doigt et remarque quelque chose de flippant. Il touche la surface réfléchissante avec le bout de son ongle et il n'y a pas d'écart. Matt sait avec certitude que s'il y a une petite distance entre l'ongle et son reflet, c'est un vrai miroir. Mais si le doigt touche le reflet lorsqu'il n'y a presque pas de distance, c'est un faux miroir à deux sens. C'est le cas lorsque tu te vois, mais quelqu'un te voit de l'autre côté. Pour en être sûr, Matt appuie ses yeux sur le miroir, en mettant ses mains autour d'eux pour que la lumière ne gêne pas sa vision. Il essaie de voir quelque chose de l'autre côté, et il le voit. Matt est sûr qu'il y a un autre espace derrière le miroir, et quelqu'un le regarde. Choqué, il le détache du mur et découvre une petite pièce sombre. Qu'est-ce que... Une secousse lui traverse le corps lorsqu'il entend le cri de Lucy dans la pièce voisine. Matt court vers elle. Elle a l'air effrayée et montre la fenêtre. Matt voit le propriétaire de la maison qui les observe depuis la forêt. Matt attrape la main de Lucy et l'entraîne vers la sortie. Nous partons de cet endroit immédiatement. Il appuie sur la poignée, mais la porte ne s'ouvre pas. Il essaie de mettre la clé dans la serrure, mais quelque chose se met en travers de son chemin. Dans la plupart des cas, lorsque la clé ne rentre pas, il suffit de graisser la serrure. Mais si le problème apparaît subitement, tu dois la remplacer. C'est parce que quelqu'un a essayé de la forcer pour entrer dans ta maison. Mais aussi, quelqu'un pourrait insérer un microphone ou un autre appareil dans la serrure pour t'espionner. Matt essaie de sortir par la fenêtre, mais elle est fermée de l'extérieur. Il jette une chaise sur la vitre, mais elle est par balle. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il regarde autour d'eux et remarque autre chose. Sur le sol, près du mur, il y a de la poussière et de la saleté. Vérifie le mur et regarde si tu vois de la poussière comme celle-ci dans un hôtel ou dans la maison de quelqu'un d'autre. Ces débris indiquent que quelqu'un a travaillé avec une perceuse pour installer un appareil d'enregistrement. De même, si tu vois qu'une prise électrique est mal installée, un microphone ou une caméra peut être caché derrière. Il y a une lampe accrochée au mur. Matt l'enlève et voit un petit microphone. Cette petite chose est le faux double miroir. Il doit y avoir des caméras quelque part. Les dispositifs de surveillance sont souvent installés dans la chambre et la salle de bain, à l'intérieur des miroirs et sous l'évier. Inspecte tous les coins dans ces pièces, les détecteurs de fumée et les bouches d'aération. En général, il place de minuscules caméras et enregistreurs dans les interrupteurs, les coins des étagères et derrière les éléments de décoration intérieure. La cachette la plus courante est celle des peluches. Si tu ne veux pas inspecter la pièce de cette façon, tu peux suivre l'exemple de Lucy. Elle éteint la lumière et allume la lampe de poche de son téléphone. N'importe quel objectif d'appareil photo clignote dans le noir si tu diriges un faisceau lumineux vers lui. Tu le verras forcément. De plus, la caméra frontale de ton téléphone peut détecter la lumière infrarouge provenant des objectifs. Inspecte toute la pièce avec et tu verras un petit flash sur l'écran. Matt et Lucy trouvent plusieurs caméras dans le salon, une dans la salle de bain installée dans la douche et deux dans la chambre. Il existe un autre moyen de trouver ces appareils. Presque toutes les caméras cachées modernes fonctionnent via le Wi-Fi. Tu peux télécharger des applications spéciales qui balayent la zone et détectent les outils de surveillance connectés à Internet. Ainsi, si tu penses que quelqu'un te regarde, tu peux simplement débrancher le routeur Wi-Fi de la prise. C'est donc ce que font Matt et Lucy. Matt est sur le point d'appeler la police, mais le téléphone ne fonctionne pas bien pour une raison inconnue. Il était tellement pressé de trouver des caméras qu'il en a oublié l'essentiel, la sécurité numérique. L'un des moyens les plus courants de s'introduire dans ton téléphone est le Wi-Fi. Ne te connecte pas à des endroits inconnus. Lorsque tu fais cela, tu donnes automatiquement la permission d'accéder à ton appareil. Les criminels peuvent écouter tes conversations, voler tes données et perturber ton travail. De même, n'ouvre jamais de fichiers et de liens inconnus. Matt et Lucy se sont connectés au Wi-Fi quand ils sont entrés dans la maison. Par conséquent, ils ne peuvent pas passer d'appel maintenant. Enfermés dans la grande maison, entourés de caméras cachées, nos héros réfléchissent à ce qu'ils vont faire ensuite. Matt va dans la salle de bain et entre dans la petite pièce derrière le faux miroir. Il y a une chaise et une porte en fer. Elle est fermée à clé. Pendant ce temps, Lucy examine le plafond du salon et remarque une bouche d'aération. Peut-être qu'elle peut sortir par là. Elle est sûre qu'elle pourra s'y glisser et appeler à l'aide. Matt se tient sur une chaise, enlève la trappe. « Bonjour », dit l'effrayant propriétaire.
Sa tête regarde Matt par la bouche d'aération. Lucie hurle d'horreur. Matt tombe de la chaise. Il se lève, prend la main de Lucie et s'enfuit avec elle à l'autre bout de la pièce. L'homme sort de la ventilation. Matt lui jette une chaise à la figure. « Éloigne-toi de nous, espèce de taré !» Le propriétaire ne comprend pas ce qui se passe. « Tu as détruit toutes les caméras. Comment pensez-vous que je vais pouvoir vous observer ?» demande-t-il. « Qu'est-ce que… » Matt répond sous le choc. « Attendez une minute. Vous n'avez pas lu les termes du bail, n'est-ce pas ?» Le propriétaire est surpris. Il a mis des caméras et des micros à l'intérieur de la maison et c'est écrit sur le site internet. Certaines personnes aiment être surveillées. Le propriétaire pensait que Matt et Lucie étaient de ceux-là. Il secoue la tête, ouvre la porte et les laisse partir. Ils montent dans leur voiture, vérifient le site web de cette maison et… la page correspondante est supprimée. Y avait-il vraiment des informations sur la surveillance ? Ils ne le sauront jamais. Et ils n'oublieront jamais ce week-end. À partir de maintenant, ils liront toujours les termes du contrat de location. Le propriétaire de la maison regarde la voiture qui part avec un sourire. Oui, parfois, ça arrive pour de vrai. Certaines personnes installent des caméras dans leur maison, mais ils doivent l'indiquer dans la description. Alors lis toujours les conditions. Il est illégal d'installer des caméras et des microphones à l'insu des occupants. Les voleurs peuvent installer des caméras cachées non seulement dans les maisons, mais aussi dans les lieux publics. Fais donc attention aux guichets automatiques. Tout le monde sait bien qu'il faut couvrir le panneau de boutons avec sa main lorsque tu saisis le code PIN. Mais pas seulement parce que des étrangers peuvent le voir. Les criminels peuvent placer une petite caméra cachée directement dans le distributeur et ainsi voir ton code PIN. Oui, les caméras peuvent te causer du stress, mais elles ont aussi d'énormes avantages. Les caméras dans les bus, les métros et les tramways par exemple. Elles ne se contentent pas de surveiller l'ordre et de détecter les contrevenants, mais elles surveillent également l'état des conducteurs. Aujourd'hui, la plupart des caméras ne se contentent pas d'enregistrer. Elles sont équipées d'une intelligence artificielle et de divers capteurs. Si tu es au volant et que tu vas t'endormir, la caméra le verra. L'appareil émettra un signal sonore pour te faire reprendre tes esprits. Les caméras reconnaissent les visages, ce qui permet d'attraper les escrocs, les voleurs et les hooligans. Cette surveillance réduit le nombre d'infractions à la loi. Si une caméra de la ville tombe en panne, le programme informe les services concernés. Et le plus chouette, ce sont les services spéciaux où tu peux accéder à de nombreuses caméras de rue dans le monde entier. Comme ça, tu peux observer ce qui se passe de l'autre côté du globe depuis ton ordinateur.